Bonjour à toutes et à tous. Donc, il y a une annonce qui est en cours en bas, donc je pense que la salle va se remplir un petit peu. Donc, vous le voyez, depuis hier, on traite de ce sujet de l'innovation et des solutions des entreprises au service de la transformation écologique sous différents angles. Juste avant, c'était les enjeux agricoles. On a traité les sujets d'intelligence artificielle, de biodiversité, de transport, d'énergie, de logement, d'économie circulaire. Eh ben, les médias ont aussi un rôle à jouer à différents titres. Donc, il nous semblait extrêmement intéressant d'avoir cet échange avec Tatiana de Francville. Alors, non seulement nous sommes très heureux du partenariat qui a été noué entre la Tribune et le ministère pour cet événement Meetup GreenTech et qui sera suivi d'autres actions communes. Mais en plus, c'était assez intéressant d'avoir votre vision stratégique, d'avoir le témoignage d'un grand média, d'un média qui est leader sur l'information économique, et de voir à la fois votre stratégie et la vision que vous avez, parce que vous observez cette économie, des enjeux qui traversent notre économie, sur cette obsession qu'on a toutes et tous d'accélérer cette transformation écologique de la France, de ses territoires et de ses filières économiques. Donc, première question, Tatiana, sur un des grands métiers que vous avez au sein du groupe, l'information. Donc, selon vous, par rapport à ce qui est d'ores et déjà enclenché dans la Tribune, quel défi, quelle stratégie pour justement contribuer et apporter sa part à l'accélération de la transition écologique française ? Merci Thomas, bonjour à tous. Merci de nous accueillir ici. On est très heureux avec toute l'équipe et Grégoire Cuisinberch qui a mené ce partenariat de la Tribune avec le ministère de la Transition écologique d'être partenaire du Meetup GreenTech. Alors, votre question, elle est vaste, Thomas. Je vais essayer d'y répondre de façon un peu pédagogique. D'abord, peut-être juste rappeler en quelques mots ce qu'est la Tribune. La Tribune, c'est un média qui va avoir 40 ans l'année prochaine. Donc, c'est un média qui est tout à fait dans son époque, qui a connu l'ancien monde et qui est en train de bâtir, d'accompagner le nouveau monde. C'est un média qui est pure player digital du lundi au dimanche et qui touche 3 millions de décideurs économiques par mois. Et c'est aussi désormais un journal papier, on y reviendra tout à l'heure, le dimanche, puisque la Tribune a lancé en 2023, ce qui est assez anachronique, un journal papier pour traiter de l'actualité politique, internationale, économique, mais aussi culturelle, en France, à l'international et dans les territoires, chaque dimanche, et qui touche, je suis très heureuse de le dire ce matin, plus de 50 000 acheteurs chaque semaine et plus de 300 000 lecteurs chaque dimanche. Voilà. Pour répondre à votre question, notre première mission, on reviendra à notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est s'informer, comprendre, se comprendre. Et ces trois mots sont très importants. Ils ont chacun une signification énorme. Vous le savez, la plupart des Français ont de la défiance aujourd'hui, ont moins de confiance dans les médias. Et pourtant, dès lors qu'il y a des moments de crise, c'est dans les médias traditionnels, vers les médias traditionnels qu'ils se retournent. Pourquoi ? Parce qu'on a cette rigueur dans l'information économique, et donc économique, sociétale. Et aujourd'hui, notre mission, c'est d'informer au plus près. Donc sur la Green Tech, par exemple, ça fait des années qu'on couvre ce sujet. Si vous tapez Green Tech, la Tribune, vous allez trouver énormément d'informations sur ce sujet. Et pour nous, c'est d'accompagner la transformation de l'économie. C'est la manière dont elle s'opère, quels sont les freins qu'elle peut rencontrer. Donc cette filière Green Tech, on l'accompagne depuis longtemps. On l'accompagne dans cette mission d'information, mais on l'accompagne aussi parce que du coup, ça va avec se comprendre et comprendre. On organise des événements d'écosystèmes comme le vôtre, Thomas, ici aujourd'hui, où on va rassembler les écosystèmes pour parler de leurs enjeux. Et donc, cette filière tech et cette filière Green Tech, elle a su se développer depuis 10 ans. Je crois qu'à la fois la France, le gouvernement, le ministère de la Transition écologique ont tout fait pour accompagner le développement des startups. Aujourd'hui, on voit bien que la réalité économique, c'est que certaines startups n'arrivent pas à se développer, n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de leur développement commercial, de leur développement à l'international. On a beaucoup parlé de souveraineté, on en parlait tout à l'heure ensemble, Thomas. On a peut-être confondu souveraineté et repli sur soi, alors qu'aujourd'hui, le principe d'une entreprise, c'est de se développer, mais pour le bien d'autrui. C'est ce qui change ces dernières années. Donc voilà, donc ça, nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec la mission d'information. Et on le fait aussi en tant qu'entreprise, puisque évidemment, la Tribune, ça fait 10 ans qu'on investit les sujets du climat, de la RSE. On cherche à être exemplaire dans ces sujets d'information. La Tribune a été très pro-climat, elle a été très pro-jeu.
et elle a été très pro-femme pendant des années et très pro-diversité aussi. Je dis que les médias ont un devoir d'exemplarité. On n'est pas encore assez exemplaire. Je suis souvent assez critique sur le sujet auprès de mes équipes. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. La Tribune, voilà, doit encore plus révéler. On dit toujours, quand on a lancé ce journal il y a 40 ans, alors j'en faisais pas partie, j'étais j'étais presque née, pas encore tout à fait, mais on disait on veut écrire ceux qui vivent l'économie. On dit aujourd'hui qu'on veut écrire ceux qui transforment l'économie, et ceux qui transforment l'économie, ils sont jeunes, moins jeunes, ils sont de tous horizons, de toutes les origines, et on a encore tendance dans les médias à catégoriser, à mettre en valeur une certaine catégorie de personnes. Et donc ça fait partie de notre devoir et d'exemplarité RSE aussi, que de davantage valoriser aussi les jeunes. Typiquement, on ne valorise pas assez les jeunes. Donc ça sera un combat, c'est un combat pour moi. Et je peux vous assurer que la rédaction nous écoute, vous écoute. Donc on les emmène faire des cafés le dimanche. Alors je vous inviterai, hein, on fait souvent des cafés de la Tribune dimanche. Ça aussi, c'est une forme de développement de management. C'est qu'on a un management très participatif, et ça va aussi avec le fait d'aller à la rencontre de nos lecteurs. Quand on a lancé ce journal, on s'est mis dans chaque région. On a lancé un petit café de la Tribune dimanche. Bruno Jeudi, Soazic Kemener et différents journalistes de rédaction sont venus à la rencontre des lecteurs. Et en les écoutant, on s'est rendu compte que voilà, il y avait des attentes, des besoins très forts. Voilà, donc en quelques mots, la Tribune et sa mission d'information. Merci Tatiana. Alors il y a un mot qui est très à la mode dans notre univers professionnel, c'est le terme accélération. Les défis sont vertigineux, donc on les rappelle souvent. Les 138 millions de tonnes d'émissions de CO2 à éviter en seulement 6 ans, c'est plus que les 33 dernières années. On a 55% du trait de côte français qui est d'ores et déjà impacté massivement par le hausse du niveau de la mer. 70% de la faune sauvage qui a disparu. On a eu l'an dernier 90 départements sur 101 qui ont été touchés par de grands incendies et des grands feux de forêt. Voilà, donc c'est vertigineux, il faut accélérer. Alors au sein de l'administration, de l'appareil d'État, il y a souvent un débat entre politique de l'offre, politique de la demande. D'ailleurs, cet événement aujourd'hui incarne cela parce qu'on voit les deux facettes. Mais de votre posture d'observation de l'économie, de la société française, à la fois via le travail d'information, mais aussi avec le travail que vous faites sur les territoires, qui est un peu à l'origine de notre partenariat, parce que quand on en a discuté avec Grégoire Cuisinberch, on s'est rendu compte qu'on faisait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on allait au-devant d'écosystèmes, de territoires, pour créer de la confiance. Donc, au travers de ces deux postes d'observation, à la fois acteur territorial en lien direct avec des décideurs économiques, et en même temps observateur, commentateur, analyste, chroniqueur de l'économie française, comment vous voyez ce sujet de l'accélération, du passage à l'échelle pour les entreprises que vous commentez, que vous mettez en avant, peut-être aussi pour votre propre groupe, parce que un point extrêmement important de votre actualité, vous avez intégré un des plus grands groupes français, je vous laisserai expliquer lequel. Enfin, comment vous voyez ce sujet qui nous obsède, ce sujet de l'accélération? Voilà, la France, je pense qu'on peut le dire, on est un pays qui est capable de faire émerger des pépites dans la green tech et dans d'autres domaines. On est capable de les financer, de les bichonner, mais après, derrière, il faut qu'elles puissent vendre, il faut qu'elles puissent passer à l'échelle, et il faut que tout ça aille beaucoup plus vite que ça n'était le cas jusqu'à présent, justement pour relever ces défis vertigineux. Donc comment vous vous situez par rapport à ça ? Alors, merci Thomas pour cette question que je trouve très intéressante parce qu'elle est complexe, parce qu'on pourrait se dire le rôle d'un média, c'est d'avant tout d'informer et donc de suivre ce qui se passe. Et donc, son rôle n'est peut-être pas d'aller au-delà. Moi, je pense qu'on s'est donné une mission au-delà de cette mission d'information. Pour moi, elle s'exerce peut-être de deux manières. Je vais vous donner deux exemples très concrets. D'abord, dans le cadre des événements. Quand, il y a 10 ans, le titre de la Tribune, qui était à la barre du tribunal de commerce, a été repris par Jean-Christophe Tortora, qui était toulousain d'origine et qui avait 35 ans. Cet homme a une conviction de se dire l'économie va se faire par les territoires. Et donc il a eu raison parce que les sujets du climat se sont déployés à l'échelle des territoires et des métropoles, principalement des villes moyennes et des plus petites villes. Et puis la seconde, c'était de se dire si on ne fait pas se rencontrer les gens, si on ne les aide pas à débattre ensemble, les choses n'avanceront pas. Donc c'est important de mêler la sphère politique, économique et citoyenne dans le cadre d'événements.
Bon, ça c'est bien, on peut se parler, mais ça ne fait pas avancer les choses. En réalité, il faut aller jusqu'au bout, c'est dire, nous, notre baseline à un moment donné, c'était créer de l'impact, c'est décrypter les transformations économiques et sociétales pour créer de l'impact. Et quand vous faites un événement en disant, mais comment cet événement va créer de l'impact, c'est quand on décide il y a 10 ans de créer un concours de start-up, on fait juste un concours de start-up. Et donc on se dit, on va détecter les plus belles pépites dans les territoires. 4 ans plus tard, on se dit, tiens, finalement, on ne voit que des hommes. Ben, on va se débrouiller pour qu'il y ait plus de femmes. Alors, on se met à sourcer plus de femmes. Et ça a été un travail colossal. Et on s'est mis à avoir 50% de femmes lauréates dans ce concours de start-up qui valorisait chaque année les 10 start-up qui allaient faire partie du French Tech 120 ou du Next 40. Après, on s'est dit, il faut que ce soit des start-up à impact. Et donc, on s'est mis à sourcer des start-up à impact. Et une fois qu'on avait fait le tour de toutes ces questions-là, on s'est dit, mais finalement, les start-up, OK, on les détecte, mais après, il faut qu'elles se développent, qu'elles y arrivent, etc. Et on s'est dit, finalement, chaque année, on a détecté des sujets. C'est comment j'opère une hypercroissance, comment je recrute 100 collaborateurs, combien de startups se plantent en se développant. Elles ont l'idée de base, elles sont des ingénieurs, on en parlait tout à l'heure Thomas, elles ont des profils d'ingénieurs, mais elles n'ont pas des profils de recruteurs. Ensuite, c'était le premier sujet, ça a été bien sûr celui du financement. Et aujourd'hui, là encore on l'évoquait tout à l'heure avec vous Thomas, mais c'est le sujet de la commercialisation et de l'exportation. Alors il y a bien sûr des écosystèmes comme BPI, comme Business France. Nous, notre mission, c'est de rassembler dans le cadre d'un concept comme celui-là, la mission French Tech, Business France, BPI France, le ministère, toutes les structures qui vont nous aider à accompagner ces startups et à trouver chaque année des solutions. Donc on va faire notre partie et ensuite on va faire en sorte surtout que les autres fassent le leur. Le deuxième exemple, c'est ce que vous avez dit subtilement, mais je rebondis dessus, c'est la culture économique. On n'a pas forcément une culture économique en France. On n'est pas très pro-business. Le business est mal vu. Et je considère qu'en tant que média économique, on a un vrai rôle de rendre l'économie attractive. Pendant longtemps, l'économie a été juste un moyen de s'enrichir. Aujourd'hui, l'économie est un moyen de changer notre société. Elle a un impact. L'entreprise est un lieu de cité. Aujourd'hui, on y parle de ménopause, d'endométriose, de maladies, de qualité de vie. Enfin, moi, je peux vous dire que je suis autant dirigeante d'entreprise que coach, que tout ce que vous voulez, toute la journée. Je gère des sujets de mobilité, de bien-être géographique. Enfin, je veux dire, la charge d'un dirigeant est beaucoup plus lourde aujourd'hui qu'elle n'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, on devait s'assurer de la performance financière de son entreprise. Aujourd'hui, on doit s'assurer de la performance financière de son entreprise, de la performance environnementale de son entreprise, de la performance sociale et du bien-être de ses collaborateurs. Je veux dire, c'est lourd. Et ça, je pense qu'il faut valoriser ce que c'est que le business, le développement. On parle beaucoup de croissance et décroissance. Nous, on est à la tribune, j'allais vous dire, on est pro-croissance. Je vous étonne pas, je pense, dans la salle. Mais la question, c'est comment tout ça se fait pour un bien commun. Et je pense que là-dessus, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Et ce que je voudrais, c'est qu'on décomplexe ce sujet. Et j'en arrive au troisième sujet, qui est celui de la communication. Un média, c'est un moyen de transmettre. Et donc, c'est de la communication, c'est de l'information et c'est de la communication. Alors moi, j'ai aucun tabou avec le mot communication. Parce que très souvent, le mot communication va être associé à du greenwashing. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de greenwashing. En vérité, quand on communique, très vite, aujourd'hui, on est soumis à l'exercice de vérité et de preuve. Donc la vérité, c'est qu'il faut communiquer. Et si vous regardez bien, les Français ont changé, se sont mis à attacher leur ceinture grâce à des campagnes de sécurité, de communication. Les Français se sont mis à manger des fruits et légumes par jour et de boire 1,5 litre d'eau parce qu'il y a eu des campagnes de communication. La communication aide à comprendre les enjeux de la société. Et c'est ce qu'on veut faire. J'en arrive juste à un exemple très concret par rapport au sujet d'aujourd'hui. On organise le 3 décembre à Paris, à Ground Control, et je vous invite tous à venir à cet événement. Un événement qui sera sur les enjeux, bien sûr, de la lutte contre le réchauffement climatique. On parle aujourd'hui d'adaptation au réchauffement climatique et on y mettra tous les enjeux de communication, d'acceptabilité citoyenne, tous les enjeux nationaux, internationaux des territoires. Et ce sera un événement qu'on veut extrêmement interactif pour construire ensemble un futur désirable. Et ça fait partie des derniers points. Je pense que pour arriver à transformer et accompagner, il faut donner une vision de l'avenir
qui soit positive. Or, les médias, là aussi, ont un rôle à jouer. C'est qu'on est très souvent alarmiste parce qu'il faut savoir que ce qui fait cliquer, c'est la peur, c'est le risque. Et nous, on doit pouvoir jouer sur la capacité à donner envie et d'avoir des médias positifs. Alors ça aussi, ça peut être une notion qui est très challengée par les rédactions. Parce que quand on dit un média positif, ça veut dire être un média moins critique. Non, je ne crois pas. Ça veut dire continuer à être critique, mais continuer à valoriser les informations qui donnent envie. Et ce n'est pas toujours simple en tant que média parce qu'on a des informations très négatives qui tombent tous les jours. Et c'est doser entre l'information négative et l'information positive. Ça aussi, ça fait partie du rôle d'un média. Merci. Donc, j'en profite pour annoncer que le ministère sera présent à votre événement Act 50 le 3 décembre avec un stand d'Ecolab. Je demande à Hélène de me faire signe pour me signaler quand est-ce qu'il restera 2 ou 3 minutes, parce que je n'arrive pas à trouver d'horloge. Et puis, j'avais une dernière question sur l'audace, parce que cette transition écologique qui est bourrée d'injonctions contradictoires, que ce soit celle qu'on fixe aux citoyennes, aux citoyens, aux entreprises ou à tous les autres acteurs, elle nécessite de concilier tout ça. Et donc, parfois, ça passe par de l'audace. Vous avez relancé un titre papier dans un secteur de la presse papier qui va mal en France et en Europe. Donc, c'était un sacré défi. Donc, j'aimerais vous entendre là-dessus et comment est-ce que la redécouverte de ce support papier pourrait contribuer à un des autres enjeux de la transition écologique qui est celui de l'acculturation, du donner envie, du désirable, d'embarquer la population, qui vaut aussi pour vos lectrices et vos lecteurs. Voilà. Comment est-ce que ce type d'audace pourrait venir aussi jouer un rôle par rapport à ce qu'on cherche à faire sur cet aspect d'incapacitation de la population dans toutes ces strates? Merci pour cette question, Thomas. Alors, je vais juste vous raconter la petite histoire. Donc, la Tribune a été rachetée il y a 12 ans par Jean-Christophe Tortora et on décide de changer d'actionnaire. Là, c'est déjà un premier sujet, c'est que c'est pas souvent qu'on choisit son actionnaire, notamment dans les médias. Ça vous vient généralement. Donc, on choisit cet actionnaire qui est Rodolphe Saadé du groupe CMA-CGM, qui est un énorme armateur, un groupe, un fleuron, des industries françaises. CMA-CGM, quand ils arrivent dans notre actionnariat le 27 juillet, c'est un mois après le changement de directeur de la rédaction au JDD, avec la nomination de Geoffroy Lejeune. Et nous, ça faisait longtemps qu'on avait l'envie de faire un journal le week-end, mais parce qu'on savait qu'il fallait accompagner nos décideurs économiques pour leur raconter autre chose le week-end, leur parler de la vie, de la société, de l'international. Et on s'est dit qu'il y avait là une opportunité de le faire le dimanche. Et donc, on a décidé de créer un journal papier en 2023. Et ça a été audacieux à plus d'un titre, puisque d'abord, il a fallu lancer ce journal en moins de 80 jours. Donc ça a été une expérience managériale absolument dingue, puisque vous imaginez bien que pour lancer un journal en 80 jours, il faut s'affranchir de toutes les décisions habituelles. Donc il faut beaucoup de solidarité, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'idées, beaucoup de confiance aussi entre les équipes, parce que du coup on se dit on n'a pas le choix. Parce que je ne sais pas si vous l'imaginez, je veux juste vous faire imaginer ce que ça peut représenter 80 jours dans un journal. Il faut faire le projet éditorial, il faut recruter les journalistes. Une fois qu'on recrute les journalistes, il faut faire le calibrage de ce qu'on veut faire, des rubriques. Et ensuite seulement, on peut commencer à travailler la maquette. On fait la maquette et ensuite, il faut la mettre en production. Et ensuite, il faut trouver les imprimeurs. Et donc, tout ça, autant vous dire qu'on s'est lancé avec le numéro 1, qui était un numéro 0. Donc on a serré très fort les dents, les yeux, on a fermé les yeux, puis on s'est lancé. Et ce qui est assez dingue, c'est qu'on se rend compte de la place qu'occupe le papier en France. La France est un pays qui aime la presse, mais le dimanche est un jour pas facile du tout pour la presse, puisqu'il y a 26 000 marchands de journaux qui sont ouverts chaque semaine, chaque jour, et le dimanche, il n'y en a plus que la moitié. Donc c'est un défi que de vendre du journal papier le dimanche, et en même temps, paradoxalement, c'est le jour où il y a le plus de lecteurs. Et donc nous, notre défi, c'était de participer à la démocratie des idées en se disant, on veut qu'il y ait plus de gens qui aillent sur la marchand de journaux le dimanche grâce au lancement de notre journal. Et je peux vous dire que ce pari a été réussi parce qu'il y a plus de personnes qui se rendent chez les marchands de journaux. Ça a profité à toute la presse du dimanche, à nous, mais aussi à nos confrères et à nos consorts. Je suis très heureuse de dire que le Parisien vend mieux grâce à nous. Ça me fait très plaisir, même si je vais aller grappiller leur part de marché bientôt. On a 50 000
là récemment 52 000 acheteurs chaque semaine, c'est énorme. Moitié papier, moitié digital, parce qu'il faut bien sûr, pour ceux qui ne trouvent pas le marchand de journaux ouvert, il faut bien pouvoir le lire en digital. Ça, c'est un deuxième succès pour nous. Et là, les derniers résultats vont sortir aujourd'hui, donc j'ai le droit de dire. Il y a un taux de circulation de 8, donc ça veut dire qu'il y a 300 000 personnes qui lisent ce journal chaque dimanche. C'est un succès pour la démocratie, c'est un succès pour la démocratie des idées, du pluralisme des médias. Rien que pour ça, on est, je vous avoue que tous les matins on se lève, on est assez fiers. Voilà, donc on a l'impression de donner du sens à nos journées, c'est évident. Ben, bravo, merci Tatiana. Je crois qu'on a le temps pour une question. On a 5 minutes avant la prochaine séquence, donc s'il y a des questions. N'hésitez pas, hein, je réponds, je suis... Donc c'est l'occasion d'avoir un retour très complémentaire de ce qu'on a pu faire d'ici là, depuis hier et ce matin, d'un média sur ces enjeux. Moi j'ai une question. Après, dans le... Ah bon, d'accord. Vous qui êtes donc directrice générale d'un média, vous savez que l'un des problèmes de la transition écologique, c'est quand on fait ou on laisse se diffuser des fake news, Oui, bien sûr. ou des annonces qui relèvent clairement du greenwashing. Pour moi, le greenwashing, c'est tout simplement pas forcément quelqu'un qui va dire une chose qui est fausse, mais ça peut être simplement quelqu'un de sincère qui va publier une information sans l'avoir vérifiée. Alors comment vous, dans les médias, vous vous assurez de ne pas être complice du greenwashing en publiant comme news quelque chose qui, en fait, n'en est pas une? Alors c'est Moi, j'ai peut-être des idées pour vous. Oui, certainement. Je vous laisserai me les soumettre après. Non, d'abord, vous dire que La Tribune est un média qui a fondé sa réputation. C'est un média qui a été... Alors aujourd'hui, on est beaucoup plus accessible parce qu'on entend parler de nous à la télé. Vous voyez nos journalistes d'ailleurs dans C'est dans l'air, dans LCI, vous nous voyez partout. Mais c'est un journal qui a fondé sa réputation sur son expertise et son exigence éditoriale. Et d'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, vous verrez que La Tribune est une des marques qui a le plus farouchement défendu son indépendance éditoriale. Indépendance éditoriale, ça veut dire... C'est un mot très fort. Ça veut dire ne jamais se laisser... attraper. C'est pour ça que je parlais de la différence entre communication et greenwashing, c'est que on va faire très attention, nos journalistes vont faire très attention aux informations qu'ils produisent. On va en produire d'ailleurs moins, mais mieux. Ça aussi, ça fait partie du travail des médias. C'est d'ailleurs toute la difficulté du modèle des médias, c'est que produire un journal de qualité, ça coûte cher. C'est pour ça qu'il nous faut beaucoup de lecteurs. Parce que sinon, il faut des annonceurs aussi, bien sûr. Et des événements, c'est notre modèle. Mais c'est vrai que du coup, ça impose une très grande rigueur dans l'information. Et c'est dans la durée que vous êtes légitime ou pas. Moi, je dirais que La Tribune, durant ces 40 dernières années, a vraiment démontré sa capacité à être très indépendante. Après, j'ai envie de rebondir sur une autre question. C'est l'IA. L'IA est un très fort producteur de fake news. Les médias veulent utiliser l'IA pour produire leurs propres informations. Un des dangers, alors en ce moment il y a énormément de débats à l'Arcom, La Tribune y participe évidemment, mais par exemple c'est de dire quand les médias veulent faire des synthèses de contenu qu'elles trouvent ailleurs pour pouvoir les proposer à leurs lecteurs. Vous ne savez pas d'où vient cette information, alors vous dites tiens c'est facile, je vais mettre une IA, je vais aller chercher l'information qui vient d'ailleurs sous des sources a priori fiables, je vais faire des synthèses et je vais faire de l'audience avec ça, parce qu'on est tous soumis à des modèles économiques. Donc on se dit, ah là là, c'est tentant quand même cette histoire d'IA, là, ça va me faire une petite centaine d'articles par jour en plus. C'est pas mal du tout. Donc évidemment, sur l'IA, c'est un sujet qui nous révolutionne. C'est pour moi une nouvelle révolution technologique. On a eu le mobile dans les médias, qui est arrivé juste avant, et puis après, et juste avant ça, il y avait la révolution du digital. Ça bouleverse nos modèles économiques, mais je crois que pour le coup, souvent les médias ont lutté contre. Je pense que le sujet de l'IA, il faut complètement l'intégrer. Moi, je suis ravie que la profession challenge ce sujet tous les jours, avec beaucoup de commissions. Vous savez qu'il y a eu les États généraux de l'information également, qui ont énormément parlé de ce sujet. Voilà, donc il faut aussi intégrer l'IA dans la question que vous me posez, qui est un élément fort pour l'avenir. Alors, ce n'était pas préparé, mais magnifique transition avec la conférence qui suit, qui justement est sur l'intelligence artificielle frugale. Désolé, monsieur, pour la deuxième question, on va devoir enchaîner. Merci, puis bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup, Thomas. Merci infiniment. Merci.